Là, c'est un Pitts qui a été lourdement modifié avec un réacteur. C'est absolument spectaculaire, bruyant, tout ce qu'on aime. Debout là-dedans. C'est lâché solo. Je suis content de vous voir. Alors, on reprend les formules de base. Je suis Frédéric Marsali, journaliste pour Aérobuzz. Comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, il aurait pu ne pas avoir de lâcher solo à cette heure parce que on était en train de préparer une manifestation, comme je vous l'ai raconté, à l'héliport d'Issy-les-Moulineaux où, avec l'équipe de Ground Frequency, donc Alex, Joris et Antoine, on avait prévu de faire, de suivre la journée porte ouverte de l'héliport en direct sur Jumpseat. On a fait nos demandes auprès du GFH, Groupement français de l'hélicoptère, qui nous a dit ouais, excellente idée. On a fait nos demandes à la DGAC, ouais, excellente idée, il n'y a pas de problème. De toute façon, avec la DGAC, on a vraiment jamais eu aucun souci. Et puis, il y a 10 jours, on m'a dit bah, envoie quand même ta demande de reportage à la com d'ADP. Ce que j'ai fait, hein, en les temps, et puis en expliquant un petit peu ce qu'on voulait faire, hein, simplement avoir des gens d'ADP, de la DGAC, du GFH qui nous expliquent le monde de l'hélicoptère, l'avenir d'ici les Moulineaux, enfin voilà, tous ces sujets un petit peu d'actualité, puisque de toute façon on est une émission d'actualité. Et puis il y a une heure, tout juste une heure, j'ai reçu un mail d'ADP qui me dit que le tournage n'est pas possible parce que c'est des reportages qui demandent un mois de délai et l'attachée de communication me dit qu'elle était de toute façon, elle rentre juste de son congé maternité, donc bon voilà, c'est pour ça que j'ai la réponse que aujourd'hui, vendredi à 16h, oui, t'es 16h30 passé, je venais de rentrer de mes courses. Le temps de prévenir l'équipe, de passer 2 coups de fil pour dire bon bah voilà, on pourra pas faire l'émission, ce qui me vexe un petit peu. La décision a été prise rapidement de dire bon bah tant pis, je prends l'antenne. Et puis on va expliquer pourquoi on fera pas d'émission dimanche après-midi. Ça fait partie de la vie des journalistes. On fait des demandes de reportage, on organise quelque chose, mais il y a un service de com derrière qui dit bah non, ça rentre pas dans nos plans. Merci, au revoir. Voilà, c'est comme ça. J'ai activé les amis de Ground Frequency, donc de l'Aéroclub de France, Joris, Antoine et Alex, qui ont répondu tout de suite en disant oui, ça nous branche de faire des manips. Eh ben, celle-là n'aura pas lieu. C'est pas grave, on en fera d'autres. Je serai de toute façon en tant que visiteur présent sur l'héliport dimanche après-midi pour aller voir les hélicos, pour faire des photos, pour poser des questions aux gens de l'héliport et du monde de l'hélico. Venez aussi, puisque de toute façon c'est ouvert à tous. Et puis on fera des photos et je vais rassembler des informations. La semaine prochaine, ce ne sera pas en direct, mais on parlera de l'avenir de l'héliport, du monde de l'hélicoptère. On aura des images sympas. Et puis tant pis, c'est pas grave, ça fait partie du job de journaliste d'avoir de temps en temps des demandes de reportage qui zappent. Après, il faut voir, bon, l'argumentation, je l'ai pas. Il fallait faire la demande avec un mois de délai. Oui, ça fait plus d'un mois que j'en parle avec les gens du GFH. Eux-mêmes n'avaient pas l'information qu'il y ait un mois de délai de. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, zou, lâchez solo, c'est parti. Première info, premier petit dossier, c'est une courte actualité très rigolote. Microsoft a annoncé la sortie de MSF 2024 pour le mois de novembre. Alors, visiblement, ce sera le 19 novembre, donc dans un mois, avec un certain nombre de précisions sur ce qu'on va trouver dedans. Donc, je vous ai mis à l'écran le document qui a été précisé par Microsoft. Alors, rappel, Flight Sim 2024 va être une nouvelle version de MSF 2020, qui a 4 ans maintenant, qui est le simulateur de vol sans doute qui a connu le plus de succès ces dernières années. Visiblement, effectivement, il est très très beau, même si moi, je ne l'ai toujours pas essayé. Mais je me réserve pour le 2024 pour les raisons que vous allez voir, c'est que j'ai pas à m'en cacher, c'est vrai que la lutte anti-incendie, le travail aérien est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et MSF 2024 est axé effectivement très fortement sur le travail aérien et dont la lutte anti-incendie. Et donc l'annonce qui a été faite par Microsoft cette semaine, c'est que les préventes viennent d'ouvrir. Donc on peut commander MSF 2024 et on y jouera donc le 19 novembre. Les gens qui vont précommander MSF 2024 et qui ont déjà acheté MSF 2020 vont avoir en cadeau la possibilité de tester le CL 415 de MSF 2024 sur leur MSF 2020 pendant un mois pour leur donner goût à ce qu'ils vont découvrir dans cette nouvelle version. Alors, n'ayant pas MSF 2020, moi je ne vais pas passer de précommande pour le moment, mais j'achèterai le logiciel, à moins que, en tant que journaliste, on puisse bénéficier d'un petit truc, parce que pour la petite histoire,
J'ai réinstallé FS 2004 sur mon PC il y a cet été, parce que bah, c'est mon simulateur de vol. Ça fait donc 20 ans que je l'utilise. J'ai déjà un 415 sous FS9 depuis très longtemps, mais c'est pas l'avion sur lequel j'ai le plus de temps de vol. Moi, ça fait 20 ans que je suis habitué à mon petit logiciel avec lequel j'ai plein d'avions, plein de scènes, super. Et bah, 2024, je sais pas si je ferai la transition. Bon, en tout cas, voilà, le logiciel arrive, il y aura des Canadair, et puis en regardant la liste des avions qui vont être mis à disposition, c'est aguichant, j'aime bien, hein. En tout cas, il y a des choses qui me plaisent beaucoup. Pour info, le MSF 2004 que j'utilise, je ne l'ai pas payé. C'était un service de presse de la part de Microsoft à l'époque. Donc j'utilise depuis 20 ans un logiciel. Bah, si je l'avais payé, je pense qu'il aurait été rentabilisé, mais là, il l'est encore plus. Et hier, j'ai encore volé dessus. Oui, je sais, c'est à jour. MSF FS9, c'est l'épaule des pixels. Oui, 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 très bien, mais on fait des trucs sous MSF. On en parlera. Je ferai peut-être un jour le pilote du grenier. Je vous montrerai ce qu'on peut faire. Bah, voilà, c'est pas grave. Alors moi, il y a un certain nombre de choses que je vois. J'ai vu celui-là, on va l'agrandir. Donc bah, déjà le H225, on peut faire du bombardier d'eau. Le Beech 90, on peut faire du lead plane. Le 747-400, eh ben, il est en configuration super tanker. Ça me plaît beaucoup. Le Chinook qu'on voit là, il est avec une décoration Billings, hein, je pense, mais on pourra faire aussi du cool sol unical. Donc là-dessus, faire du feu de forêt. Ça me plaît beaucoup, ce genre d'avion aussi. Donc pour faire un petit peu de brousse, du planeur. Il y a au moins quatre versions. Il y a une version de base, une version améliorée, une version sympa, une version top. La version top, elle sera à plus de 200 euros, mais il y aura tous les avions, plus, d'après ce que j'ai compris, une trentaine d'avions qui avaient été proposés en POR pour MSF 2020 et qui seront intégrés d'office sur cette version qui s'appelle la version pilote. Et honnêtement, je pense que c'est l'option sur laquelle je vais opter. Parce que vu le nombre d'heures de vol que je fais sur les simus, c'est un investissement qui me paraît pas délirant. Je comprends que c'est cher, 200 euros, c'est le prix d'une heure de vol. Moi, c'est celle qui me branche. En plus, c'est celle où il y aura le 747-400. Donc, bon, à voir. Cessna, il y a plein de choses sympas. Là, ici, il y a un neckplane. Le Dornier Sea Star, c'est intéressant. Le Cessna 408 Sky Courier, je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. Un beau Cessna 404 Titan, un amphibian, un gomin d'Albatros, ça se refuse pas. Après, il y a des trucs qui sont un petit peu plus, qu'on qualifiera d'un tout petit peu plus anecdotique. L'Optica, bon. L'air tractor, ouais, ça c'est top. Les pits, c'est excellent. Le Caravan, on peut pas s'en passer. Ouais, là, moi, en fait, il y a le Beaver, il y a le Twin Otter. C'est bon, ça me va. Il y a le Canadair, donc. Là, il me manque un Cessna 185. À part ça, il y a le Beach 90, donc, et puis j'ai vu qu'il y avait un 350, donc tant pis pour le 200 ou le 260. Celui que je trouve un peu hors sujet, c'est celui-là, parce que le H4, le Spruce Good, il a volé une fois dans sa carrière. Bon, donc revoler avec, moi j'aurais mis un Martin Mars. Voilà. Il y a le Pilatus PC6, avec ça il y a moyen de se marrer. Le Savage Cub, ça me va très bien. Le T6, le Mustang, ok, ça fait du Warbird sympa. Bon, il y a de la montgolfière. J'ai vu qu'il y avait un autogire aussi. Donc ça, un Mani Giro, donc ça me va très bien. Bon, j'ai vu qu'il y avait un DC3 aussi. Ça, c'est important d'avoir un DC3. Donc moi, ça me va très bien. Voilà, la sélection d'avions qu'il y a, d'aéronefs qu'il y a sur le MSF. Cap 10 et DR400, ça me va très bien. Donc, allez, ce sera adopté. Ils ont communiqué aussi, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le lire convenablement, les configurations minimales et optimales pour MSF. Moi, je suis sur Windows 11, je dois avoir le DX12. Par contre, je crois que j'ai un Ryzen. Et puis, j'ai oublié quelle est ma carte machin. Donc, je suis pas sûr d'avoir la configuration optimale, mais bon, si on peut s'amuser un peu avec ça. La T631 et 925, c'est 46. Bah oui, c'est ça, ça doit être les avions qui ont été proposés pour MSF 2020 qui vont être offerts avec la version super top de MSF. Bon, bah voilà, vous avez l'information. Le logiciel sera disponible en novembre 19. Si j'ai la configuration qui va bien, si on s'équipe comme il faut, bah peut-être qu'on fera une démo, on verra bien. Je sais qu'ils veulent améliorer le mode carrière parce qu'évidemment, les gens qui prennent un simulateur de jeu comme un jeu ont peut-être besoin d'un fil conducteur et se contentent pas de tourner autour des aérodromes qu'ils connaissent. Moi, je m'en lasse pas de partir d'un endroit, d'aller à un autre, que ce soit en VFR ou en IFR, avec un avion de ligne ou un avion léger, d'aller voir des paysages, d'aller
Elle m'imprimait certaines approches. Mais oui, il y a des gens qui ont besoin d'un mode de carrière. Et bon, ça peut être amusant aussi. J'ai fait des missions aussi de temps en temps sur des add-ons qui avaient un petit peu cet esprit-là. Donc à voir. Deuxième partie de l'émission. C'était pas prévu. Donc en urgence, pendant la demi-heure entre 17h et 17h30, j'ai fait une sélection de photos parmi celles que j'ai faites samedi à Melun pour pouvoir en parler et vous les montrer. Parce que bah, c'était un beau meeting. J'ai, comme tout le monde, lu des choses. Oui, le plateau était moins bien que l'année dernière, le tarif, tout ça. Oui, oui, effectivement, le plateau était peut-être un tout petit peu moins riche que l'année dernière. Mais j'ai croisé des copains qui sont dans le milieu et je vais le citer puisque autant donner son point de vue. J'ai croisé Xavier Méal, donc rédacteur en chef adjoint du Fanal de l'Aviation avec lequel je travaille régulièrement, et qui m'a dit oui, 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 le plateau est un tout petit peu moins intéressant que l'année dernière. Mais il faut juste comprendre que l'année dernière, avec le B-17, le 262, on était arrivé à une espèce de pic, et qu'en fait, si on fait abstraction du pic d'intérêt du plateau de l'année dernière, on est là sur un plateau de Melun, mais exceptionnel. Il est juste sublime, et avec des choses qu'on n'a jamais vues, ou rarement vues, ou pas aussi nombreux. Alors moi, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai payé ma place, donc j'ai payé 35 euros. Je l'avais jamais vu, je l'ai vu. Il était là, il était magnifique. Mon seul regret, c'est qu'effectivement, en étant accrédité, j'aurais pu accéder à l'avion, le visiter, prendre des photos à l'intérieur, ce que je n'ai pas fait. C'est mon regret, mais je l'ai vu et j'ai adoré. Mais on n'était pas venu là que pour lui. Par exemple, sur le statique, déjà on note que la météo était formidable. Il y a eu un petit peu des nuages et effectivement, la démonstration du DC6 s'est fait avec un petit peu de manque de lumière malheureusement, mais il a fait globalement très beau. Surtout, il faisait pas très chaud, il faisait une vingtaine de degrés, c'était très agréable. Contrairement à l'année dernière, où on avait cuit. Sur le parking, il y a quand même le 3 Corsair, un P38, F4U5, un F4U4 et un vrai F4U5. Celui-là, on le connaît. J'avais posé la question, mais c'est bien lui. C'est celui qui avait été restauré au Castellet aux couleurs d'un F4U7 français. La version F4U7, il en reste très très peu d'exemplaires. Elle avait été construite qu'à 94 exemplaires. Et puis, malheureusement, comme ça avait été financé par les plans d'appui américains, bah, quand ils ont été retirés du service, les Américains n'ont pas souhaité les récupérer. Donc, ils ont été ferraillés sur place, notamment à Cuers. Il y en a eu 5 de sauvés. Sur les 5, il doit en rester un en état de vol et c'est même pas sûr. Donc, au Castellet, ils avaient acquis un F4U5, je crois, au Honduras, enfin, quelque part en Amérique du Sud. Le 5 et le 7 partagent à peu près tout sauf le capot moteur. Donc, ils avaient modifié le capot moteur en capot moteur de F4U7, c'est-à-dire avec un capot moteur de F4U4, puisqu'en fait, la définition du F4U7, c'est une cellule de F4U5 avec un moteur de F4U4. Les moteurs de F4U4 ont une entrée d'air sous le capot moteur. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un 7 d'un 5. Le 5 a deux petites entrées d'air sur les côtés. Et l'AU1, par exemple, ce qu'aurait pu être le F4U6, n'a lui pas d'entrée d'air latérale. Donc ça, c'est des petits détails. Donc il avait été modifié en 7. Raman Josa, grande légende de l'aéronautique navale, quelqu'un qui avait commencé sur Corsair dans l'aéronaval, qui avait fait sa carrière, la plus grande partie de sa carrière sur Crusader, puis qui avait fait de l'étendard et qui avait même fait du super étendard. Ramon Josa avait été le pilote attitré jusqu'à ce que l'avion soit vendu. L'avion avait été vendu, je crois, aux alentours de 2010, juste après le meeting aérien du centenaire de l'aéronautique navale, avait été donc vendu à des Allemands qui l'avaient remis à un standard plus conforme. Et ces apparitions sur des meetings aériens français sont pas très nombreuses. Pour ma part, c'est la première fois que je le revoyais avec ces nouvelles couleurs. Moi, ça ne me dérange pas qu'il soit revenu à des couleurs, à ses couleurs d'origine quelque part. Mais c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu un autre Corsair modifié ou au moins repeint aux couleurs d'un avion français. Parce que bah, ça fait partie. C'est un avion qui tournait bien dans les meetings aériens. Parce que bah, forcément, un Corsair de l'aéronaval, vous le mettiez en formation avec deux super étendards à l'époque, vous aviez un tableau d'enfer, ou même avec des rafales, ça avait de la tronche. Voilà, puis surtout que maintenant qu'il y a un brigadisé, qu'il y a du Fugazi en vol, les ailes de l'aéronaval sont organisées un petit peu, il y aura un Corsair en plus, ce sera assez fabuleux. Vous êtes amateur de Warbird, vous arrivez sur un tarmac de meeting aérien, il y a 3 Corsairs qui vous attendent et un P-38 Lightning à côté, il n'y en a qu'un seul en Europe.
bon, il n'y a pas de quoi pleurer, quoi. C'est vraiment, ça se passe bien. Et juste à côté, donc un MiG-15, un F-86 Sabre, enfin un Canadair CL-13 Mark VI. Et puis c'est pas un MiG-15, c'est un LIM, c'est un MiG-15 polonais. Bon, c'est pas grave, ça fait l'affaire. Et d'ailleurs, il est aux couleurs polonaises. Il y en avait deux de prévus des MiG-15, mais il n'y en a qu'un qui est venu, parce que ce sont des machines un petit peu, parfois un peu capricieuses. Il nous a fait une belle démo. On aurait bien aimé une démo conjointe entre les deux, voire même un semblant de combat aérien. Ils l'ont pas fait, mais c'est pas grave. On s'est bien amusé quand même. Et puis alors pour l'ouverture du show, il y a eu ça qui était très très amusant. Bah moi j'aime bien l'Antonov 2. C'est une grosse bécane qui avance pas, mais qui a son allure. Un bel Antonov 2. Alors je sais pas si la décoration elle est voulue, si c'est parce qu'il est en métal nu avant peinture, mais en tout cas, je le trouve assez joli comme ça. Il a emmené l'équipe des parachutistes Phoenix de l'armée de l'air pour l'ouverture du show, donc un saut en parachute. C'était très sympa. Moi, j'aime bien voir des Antonov 2. C'est pas un avion très démonstratif, mais c'est une machine qui est pas rare, mais qui a une allure assez incroyable. Ça avance très bien, un Antonov 2 polonais, oui, ça avance très bien, tu parles, ça avance pas, il lui a fallu une demi-heure pour monter à l'altitude. On a eu un balbo de T6, il y avait 11 T6 en vol en même temps. C'est mignon, c'est sympathique. Ça faisait bien plaisir. Ça se passe bien. Voilà, ça c'est tout à fait le genre de choses qu'on aime bien voir. 11 T6, je ne sais pas combien il y a de T6 en état de vol en France. Je ne sais pas si un jour ils ont tenté de tous les rassembler, de tous les faire voler, mais c'est vrai que autant à La Ferté qu'à Melun, on en voit un paquet. Et on s'en lasse pas. Ça fait toujours autant de bruit, c'est très rigolo. Sur le plan historique, il est aussi important qu'un DC-3. Je ne suis pas d'accord. En termes de production, oui, parce que l'Antonov 2 est un des avions les plus produits de l'histoire. En termes d'opération, le DC-3 a quand même intervenu sur tout un tas de combats sur lesquels il a été décisif, alors que l'Antonov 2, même s'il a été utilisé au combat, n'a pas eu non plus le même impact sur les conflits en cours. Mais c'est vrai que ça reste un avion d'une catégorie très intéressante. Un des faits d'armes de l'Antonov 2, c'est quand même un avion qui a été abattu par un hélicoptère au Vietnam par un équipage d'Air America qui était armé de M16. On vous la racontera cette histoire. Bon, elle est assez connue, mais oui, il y a quand même des histoires marrantes avec l'Antonov 2. Mais avec le DC-3, il y en a encore plus. On a eu deux démos d'hélicoptères de la LAT, le NH-90 et le Tigre. La démo du Tigre était absolument spectaculaire et vraiment très belle. On sent que l'appareil est en service depuis un certain temps, que les équipages l'ont bien en main. La démonstration était très démonstrative. Voilà, faut être très clair. Et c'est vraiment avec des mouvements très violents, avec des angles très importants, des renversements, des changements d'axe. C'était vraiment extrêmement spectaculaire. Très beau. À revoir. Superbe démo, bravo à l'équipage. Je sais pas d'où il venait, j'ai pas pris le programme. Je suis enthousiaste. Vraiment belle démo, superbe. Faut profiter du Tigre. Les Redtex d'Ukraine semblent dire que son successeur sera un drone. C'est possible aussi, effectivement. La survivabilité d'un hélicoptère de combat sur un champ de bataille est peut-être très complexe. Ceci dit, il y aura toujours des missions pour eux. Parce que sur un conflit à haute intensité, c'est une chose, mais ce qu'ils ont fait en Afrique ou en Afghanistan, c'est pas négligeable non plus. Et de l'appui canon comme ils ont pu le faire, bon. En tout cas, moi j'ai pu tester, ben, je vous l'avais raconté, le simulateur de vol du Tigre et j'avais trouvé l'appareil assez facile à piloter. Pourquoi il n'y a pas encore de drone de l'armée en meeting? Alors, très bonne question. Le problème du drone, c'est qu'ils en ont pas tant que ça et que le coût à l'heure de vol est assez monstrueux, que les potentiels sont ce qu'ils sont et que bah c'est pas des appareils non plus très démonstratifs, donc bon, ils feraient des passages. Et est-ce que les gens viennent voir ça? Je sais pas. Après, sur le défilé du 14 juillet, j'en ai vu, mais ils n'étaient pas dans le programme. Mais on les a vus. J'avais vu celui de la SAGEM revenir de mission. Bon, bref, oui, je sais pas. D'ailleurs, il y en avait eu un qui avait défilé, je l'avais photographié en patrouille avec un Alpha Jet. Donc, il y a aussi des raisons de sécurité, même si globalement, c'est des avions qui sont très contrôlés. Ça reste des monomoteurs. Le Reaper, c'est un monomoteur. Et monomoteur à piston, pas de pilote à bord. Bon, je sais pas. C'est vrai qu'on n'en voit pas des masses. Je vais être honnête, je vais pas sur un meeting aérien pour voir des Reapers. Au statique, ça me va très bien. En vol, non, ça me fait pas rêver. Bon, ça me fait un peu plus rêver déjà. Bon, c'est un tableau habituel à Melun et avec les 3 Beech 18 venus de Suisse et le DC-3. Ça évoque une partie de l'histoire de l'aviation que j'aime beaucoup. C'est des avions que j'adore. Ça a des jolis bruits, alors ça fait des passages, c'est pas très démonstratif.
Mais il y a des histoires à raconter autour de ces avions, beaucoup d'histoires à raconter. Le DC-3, son histoire est inversement proportionnelle au nombre de livres qui ont été écrits dessus. Alors que d'autres avions, vous avez des bibliothèques entières, mais c'est des avions qui ne comptent pas. Donc, oui, et puis musicalement, c'est très très intéressant, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un tableau habituel. On voit qu'il y avait des Piaf aussi qui étaient en vol. Et à propos de Piaf, dans quelques minutes, je vais vous montrer une photo assez exceptionnelle. Je ne m'attendais pas à photographier ça un jour sur un meeting aérien. Ça, c'était une des grandes vedettes aussi du meeting. Donc là, c'est un Pitts qui a été lourdement modifié avec un réacteur. Alors évidemment, c'est pas un avion optimisé. En termes de consommation de carburant, c'est même une hérésie. Mais c'est du stock car, c'est de la cascade. On s'éloigne de l'aviation pour faire de la cascade. On a un avion qui a un rapport poussée-poids délirant et qui fait donc des manœuvres absolument délirantes. Il ne vole pas très longtemps. Il peut voler loin parce que quand il n'utilise pas le réacteur, il récupère l'autonomie d'un avion normal. Mais en démo, c'est absolument spectaculaire, bruyant, tout ce qu'on aime. C'est la première fois que je le voyais, comme beaucoup, et à revoir parce que c'est spectaculaire. C'est c'est pas effrayant, c'est juste spectaculaire. Et ça fait des manœuvres un peu insensées. Et oui, vraiment, ouais, ça fait partie des choses qui nous rappellent un petit peu la tradition des acrobates du ciel, des gens qui faisaient des cascades. Aujourd'hui, bon, on a des normes de sécurité qui font qu'il y a certaines mesures dans ces domaines-là aujourd'hui. Mais là, ouais, c'était bien. Comme dit B777 Juju, coucou Juju, monter à la verticale. Oui, oui. Et puis, il tient le stationnaire aussi. Bon, ça, je l'ai vu faire sur des avions de voltige, mais ça demande un certain pilotage. Alors, je sais pas d'où il sort, c'est un Français qui a fait la modif, et j'ai pas retenu le nom du pilote. B777 Juju, les turbines prennent cher. Oui, tu m'étonnes. Oui, oui, mais c'est pas quelque chose qui est fait pour faire l'autonomie, c'est un spectacle. C'est aux États-Unis, il y en a quelques-uns comme ça, des avions qui ont été transformés. C'est du dragster quelque part. Ça sert à rien, c'est juste fait pour que ce soit spectaculaire. C'est du cirque. Voilà, je le trouvais bizarre ce Pitts. En fait, il y a le fuselage d'un Pitts, les ailes n'ont rien à voir, tout à fait. Il a dû modifier pas mal. Et puis entre les Pitts, il y a un certain nombre d'avions dans ces configurations-là sur lesquels qui sont. En plus, des fois, c'est des avions de construction amateur, donc tu peux mettre un peu les ailes que tu veux. Oui, c'est de l'acrobatie, au terme classique du terme. Et moi, j'aime bien. Il y avait ça. Alors évidemment, ça ressemble à un Beech 18, c'en est un à la base, mais c'est une version que j'avais jamais vue aussi, auquel je suis un petit peu attaché. On en avait parlé rapidement la semaine dernière. C'est un Kansan, un AT-11. C'est un Beech 18 modifié pour l'entraînement des bombardiers de la Seconde Guerre mondiale, donc avec un nez vitré dans lequel on met un viseur Norden. Et puis il y a quelques centaines de construits et exploités essentiellement aux États-Unis pour la formation. L'AT-11, c'est un Beech 18, c'est un joli avion. C'est un appareil qui a été essentiellement utilisé pour la formation, qui a peu de missions extérieures hors de la formation, sauf qu'il y a un certain nombre de machines qui ont quand même fait après-guerre de la cartographie. On en a retrouvé aussi en transport. Certains avaient même gardé le nez vitré. Voilà, c'est pas une machine exceptionnelle dans le sens où on mettait un Kansan sur l'affiche d'un meeting, ne ferait pas venir 10 personnes de plus. Ça n'a rien à voir. Simplement, c'est quelque chose qui permet de parler d'aviation, de parler d'autres détails d'aviation que ceux qu'on a l'habitude de voir. Et puis, ça reste un Mi-18 et qui est une machine vraiment attachante et jolie. Donc, visiblement, il n'y en a qu'un en Europe, c'est celui-là. Peut-être qu'on ne le reverra pas de sitôt. Peu importe, tant mieux, je l'ai vu, je suis content. Et c'est pour ça que je vais à un meeting. Il est un peu moche le nez à ton pseudo 18, non? Non, il n'est pas moche, un nez vitré, c'est vachement bien. En plus, t'imagines, si tu as le droit de t'asseoir à cet endroit-là pour profiter du vol, c'est pas la meilleure place que tu puisses trouver pour faire un vol ou pour faire des vols photos ou pour aller photographier ta maison. Non, pense intérieur de l'avion. Les avions, il n'y a pas d'avion moche quand on est dedans, comme la TL2. Voilà, on m'avait demandé, là, il y a un auditeur qui m'avait dit quand est-ce que vous avez parlé de l'Atlantique. Le problème, c'est que l'Atlantique, je ne l'ai pas approché si souvent que ça, mais je vous garantis que c'est un avion que j'aime bien, sur lequel il y aura beaucoup de choses à dire. Toujours dans la très belle chose, le Spitfire de Brice-Ohaillon et puis le DC-3 de Chalère, qui a été extrêmement bien présenté. Et puisqu'on parle de Chalère, Alain Battisti était au commentaire en grande partie dans l'après-midi du meeting avec un jeune dont j'ai oublié le nom. Autant l'année dernière, le jeune seul, son commentaire m'avait un peu exaspéré. Enfin, on pourrait dire très clair, je l'avais trouvé nul. Autant là, les deux, ça marchait super bien.
Et Alain Battisti, je ne pensais pas, mais a des connaissances aéronautiques et sur l'histoire de l'aviation qui sont vraiment bonnes. Il a une diction qui est très agréable. Et je dis pas ça parce que j'aimerais bien qu'Alain me dise: Ah, t'es gentil d'avoir dit du bien de mes commentaires. Est-ce que tu vas faire un tour avec mon DC3? Ce à quoi je ne dirais jamais non. En toute honnêteté, j'ai trouvé ses commentaires qui étaient intéressants. Alain Battisti est venu sur le plateau de Jump Seat, qui nous a fait une excellente émission sur le transport aérien régional. Et effectivement, on avait aussi parlé DC3, parce qu'il faut le faire parler sur le DC3. Alain Battisti, s'il vole sur cet avion-là, c'est pas par hasard. On choisit pas de mettre beaucoup d'argent dans un DC3. C'est parce que c'est un avion qui touche et ça touche, ça ne peut toucher que si on a une culture aéronautique très 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 élevée. Sinon, on s'achète un T6 ou un Mustang. Quand on s'achète un Speed ou un DC3, il y a autre chose derrière. Il y a aussi le plaisir de pilotage. Je pense que piloter un Mustang, ça va être assez fun. Mais bon. On ne choisit pas le DC3, c'est le DC3 qui nous choisit. Bien Alexandre, bien, tu as bien retenu la leçon. C'est parce qu'il n'avait pas les moyens d'un DC6B. Pas faux. Je me souviens d'avoir croisé Alain Battisti, d'avoir discuté avec lui au pied du Grumman Albatros, donc au rassemblement de Biscarrosse de 2018. Et je peux trahir ses paroles, où il regardait l'Albatros en disant: Ça aussi, c'est le genre d'avion qui ferait plaisir. Et sentais que s'il avait la possibilité, un Grumman Albatros, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on va choisir par hasard. Je peux témoigner, j'étais là. Effectivement, tu étais juste à côté. Donc Battisti, bah oui, je pense qu'il aime ce genre d'avion, un gros bimoteur des années 30-40 avec lequel on peut voyager, qu'on peut présenter en meeting. C'est des machines qui sont vraiment chouettes. Oui, puis bon, voilà. Puis en plus, ça fait des jolis hauts. Brice Ohaillon dans son speed, sa démo est de mieux en mieux. Il a son avion de mieux en mieux en main et ça se sent. Et il s'est donc permis de nous faire un petit passage juste avant, bah, le dernier passage, en faisant coucou. Et la photo un peu floue, parce qu'effectivement, j'ai un objectif qui est pas au top en ce moment, mais il nous fait coucou et je suis en train de me poser la question de savoir s'il n'est pas en train de nous tirer la langue, le goré. On sent qu'il a pris beaucoup de plaisir à présenter son avion et à le piloter et on sent qu'il a de plus en plus en main et il nous a fait un vol qui était vraiment superbe. Vraiment. Oui, il fait un V comme ça. Bah, ça va la photo, j'en ai vu des pires. Oui, mais avec mon 120-400, j'en faisais des meilleurs. Il y a Full Glider dans le coin. Pour illustrer un article d'Aérobus, ça suffit largement comme qualité. Par contre, pour un article dans le Fana, et ça, c'est la photo la plus exceptionnelle que j'ai jamais fait dans un meeting aérien. Et honnêtement, moi j'ai été scotché. On a eu un vol de cigogne qui est passé et qui est passé dans l'espace aérien du meeting aérien. Alors, autant des animaux en meeting aérien, j'en ai photographié, hein, le lapin de Cyril, au meeting à hier, un renard, enfin de la photo animalière sur des aérodromes, j'en ai fait. Mais un vol de cigogne comme ça, c'est la première fois. Des cigognes, j'en ai vu. D'ailleurs, récemment, je suis descendu du côté de Rochefort-sur-Mer, donc dans les Charentes, et des cigognes, il y en avait partout dans les marais. Mais un vol de cigogne comme ça, waouh! Oui, ils ont dû être dérangés. Bah oui, ils sont rentrés dans l'espace aérien du meeting, bah justement après le DC3. Donc ça a peut-être pu les perturber, mais il y a donc qu'elles étaient toutes ensemble. Donc pour les pilotes, pour les éviter, je pense que c'était relativement simple et relativement visible, pour peu qu'aussi ils aient eu l'information à la radio. C'était juste, moi je suis tombé, c'était magnifique. C'était superbe. Puis c'était un bel hommage, l'escadrille des cigognes, tout ça, Tanguy la Verdure. Bah, le Corsair en vol, belle démo. Sauf que chez Red Bull, ils nous ont fait un truc que j'aime pas trop. Ils ont fait voler le. Alors attends, il y avait quoi en vol? Le P38, le Corsair et le Mustang en même temps. Un peu comme les autres Anglais nous avaient fait le P47, le Buran, le Speed et un Mustang. La voltige en patrouille avec des Warbirds, je vois pas l'intérêt. C'est bien peut-être pour lancer une démo solo, mais le Corsair, le P38, on veut les voir en démo solo pour pouvoir les prendre en photo. Faire la voltige aérienne, et surtout la voltige en patrouille avec des manœuvres de voltige classique, c'est un peu hors sujet. C'est un peu hors sujet, c'est pas les avions qui sont faits pour ça. C'est ce qu'a fait Brice Ohaillon avec le Speed, c'est nous montrer le domaine de vol du Speed. Quand tu fais une démonstration de voltige en patrouille, tu n'es pas dans le domaine de vol opérationnel de l'avion. Tu le transformes en avion d'acrobatie. Je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan de ce genre de démo. Bon, il y en a eu une, voilà, on l'a regardé, c'était sympa. Le P38, le Corsair, tout ça, c'est fait pour être en démonstration individuelle, pour avoir des passages
en formation, quelque chose qui nous évoque aussi leur carrière opérationnelle. La voltige, c'est pas des avions de voltige, même s'ils peuvent faire de la voltige. C'est une discussion qu'on pourrait avoir. S'il y en a qui aiment bien, je ne vais pas m'ériger non plus en ayatollah de la démonstration en vol. Moi, j'apprécie peu. Ça me permet quand même de faire des photos. Pour lancer une démonstration, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu deux, trois figures de voltige en patrouille, puis après chacun se sépare et chacun fait sa démo. Moi, ça ne me dérange pas. Il faut faire comme le Hunter et le Six Furies à la Ferté, trois passages en commun pour montrer l'œuvre de Sir Sidney Cam, puis une démo chacun à leur tour. Ça, ouais, ça rentre dans un déroulé de démonstration en vol, ça m'irait bien. Une démonstration de voltige académique avec ce genre d'avion, ça n'a pas grand sens. Il y a eu donc le CT-33 qui nous a fait une démo le samedi. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé sa démonstration un peu lointaine et un peu haute. C'est dommage parce que l'avion est très joli. En plus, il porte le plus bel insigne de toute l'armée de l'air. En plus, c'est une décoration qui est inspirée de la BD. Enfin, c'est un avion qui coche plein de cases de l'avion qu'on aime photographier. Mais j'ai trouvé sa démonstration un petit peu lointaine. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il soit là et on s'est régalé quand même. C'est un CT-33, hein, c'est un Canadair aussi celui-là. Le P-38 en passage fumigène. On a la chance d'avoir en Europe un P-38 Lightning en vol. Alors effectivement, sa décoration n'a rien d'authentique. Tout alu comme ça, c'est joli. Il y a le logo du sponsor. Faut faire avec. C'est un Lightning qui est non armé, donc en 2024, ça permet de parler de syntaxe. C'est pas négligeable. C'est un avion qui lui-même a une histoire assez intéressante, hein. C'est quand même l'ancien P-38, Lefty Gardner, qui a quand même ouvert longtemps les courses de Renault avec, qui est aujourd'hui en Europe. Toujours content de voir ce genre d'avion. Voilà, faut pas qu'on s'en lasse parce qu'il faut vraiment se rendre compte de la chance qu'on a de voir voler un P-38 Lightning en Europe. Pendant très longtemps, on n'en a pas vu. Non, vraiment bien, tant mieux. Chouette, youpi. On a vu voler ça, donc le LIM, un MiG-15. C'est très véloce, ça va très très vite, ça manœuvre moins bien qu'un sabre. C'est sympa à voir voler, vraiment. Le sabre de Fred Akari a volé juste derrière. Ils n'ont pas fait de démonstration combinée comme annoncé. J'aurais bien aimé voir un beau combat aérien entre un MiG et un sabre. Mais on va pas se plaindre. Alors il y en avait deux qui avaient été annoncés, malheureusement il n'y en a qu'un qui est venu. Mais celui-ci, je me souviens pas l'avoir jamais vu, donc je suis content de l'avoir vu. Il a une déco sympa, il a fait une démonstration sympa avec des passages sympas, on a fait des photos sympas, on a eu un commentaire sympa. Voilà, ça fait 4 ou 5 fois que je dis le mot sympa, donc voilà, ça résume bien les opérations. Ouais, il nous a fait des passages comme ça, on voit l'architecture de l'appareil. Ce qui est très très intéressant, c'était de voir au parking les tailles relatives entre le MiG-15 et le F-86. Le F-86, c'est vraiment gros. Le MiG-15, c'est vraiment une toute petite machine. C'est vraiment petit, très bas sur pattes. On comprend aussi que une des difficultés des pilotes pendant la guerre de Corée, c'était de le voir, parce qu'il est vraiment pas gros. Et puis de l'engager en combat, il est assez rapide. Non, c'est un chouette adversaire, effectivement. Après, il y a des histoires sur qui était aux commandes, hein. On sait qu'il y avait des Russes. Euh, on sait très bien que les victoires aériennes des F-86 Sabre en Corée, telles qu'elles sont officiellement présentées par l'US Air Force, sont très largement exagérées parce qu'il y a un overclaim qui est assez important. C'est un peu plus équilibré que ce qu'on nous a vendu ces dernières années, mais de les voir voler, justement, permet de mieux comprendre tout ça. Il n'y avait pas une domination du ciel si extrême que ça en Corée, et le Mi-15 était un adversaire extrêmement difficile. C'est vraiment. Et de le voir voler comme ça devant nous, c'est l'occasion de se le rappeler et de remettre un petit peu les choses en perspective. Et c'est jamais négligeable. Et puis évidemment, je ne vous ai pas tout montré, il y a un certain nombre de choses que j'ai zappé. Alors, sauf erreur de ma part, le LIM présenté était un 2, pas optimisé pour le combat aérien. Le MiG-15 n'a pas énormément évolué de toute façon, alors que le CL-13 marque 6, la version la plus aboutie du SAM, ce qui lui a énormément changé au fil des versions. C'est tout à fait vrai. Tu as les F4E et F, où il y avait un certain nombre d'artifices, notamment les becs de bord d'attaque sur les F426 Savre qui avaient été introduits pendant la guerre de Corée. Pour voir un petit peu les évolutions du sabre, je vous conseille le livre de Bob Hoover, qui avait été pilote d'essai pour North American et qui était allé en Corée pendant la guerre avec un sabre, un F-86F,
pour leur montrer les avantages qu'avaient les becs d'attaque, de bord d'attaque sur les nouvelles ailes des F-86. Oui, le F-86, c'est un avion qui a énormément évolué. On a même eu des versions F-86K qui ont été en service à la 13e escadre de chasse de Colmar, qui avaient un nez radar et qui n'étaient plus tout à fait dans le rôle de l'avion de combat tournoyant, mais qui étaient déjà dans le rôle de intercepteur et chasse de nuit. Donc on a un avion qui, parce qu'il était un peu plus gros, a pu un peu plus évoluer. Le Mi-15, effectivement, quand tu as une cellule extrêmement ramassée comme ça évolue moins. Ceci dit, le Mi-15 a évolué, a donné le MiG-17, et le MiG-17, on sait ce que ça a donné, par exemple, pour la guerre du Vietnam, contre les fantômes. On a changé de désignation de l'avion. Il est possible que la mania de ce LIM passe à ce SAP soit pas tout à fait représentatif de ce qu'ont vécu les pilotes en Corée. C'est tout à fait possible. Euh, Moi, j'étais allé voir Hamelin pour le voir, je l'ai vu. C'est d'une élégance, c'est d'une grâce juste absolue. Et quelque chose d'extrêmement surprenant, c'est que c'est pas un avion bruyant. Je m'attendais à ce que 4 R 2800, ça envoie un peu le pâté niveau bruit. En fait, non, en fait, sa signature sonore est relativement discrète. En tout cas, sur les passages qu'on a vus, au décollage et à l'atterrissage, comme il s'est posé sur la piste un petit peu loin, je ne peux pas dire ce que ça donnait, mais oui, c'est une surprise. Je m'attendais à un avion beaucoup plus bruyant. C'est gracieux, c'est élégant, c'est beau. La décoration, elle est escalée, elle brille de partout, elle est commerciale, mais qu'est-ce que c'est beau. Je tiens à préciser un truc, c'est que, alors là par contre, petit point pour Alain Battisti, si vous nous écoutez, monsieur Battisti, il est unique en Europe, dans le sens où c'est le seul DC-6 qui est en état de vol en Europe, et surtout dans cette configuration-là VIP, puisque comme je vous l'ai montré la semaine dernière, il y a un bar, il y a des banquettes confortables, c'est un avion qui a été conçu pour le maréchal Tito, qui a fini en Afrique entre les mains de je ne sais plus quel dictateur, qui a été ensuite rapatrié, restauré, mais ils ont gardé l'intérieur. Il est juste sublime. Ce qui fait la différence entre le DC-6 et le Constellation, il y en a un qui est très beau, mais qui est aujourd'hui un avion de collection, et le DC-6 qui est un petit peu moins beau, mais qui reste quand même très très élégant, c'est que des DC-6 en service en Alaska, il y en a encore. Je n'ai pas fait le décompte, mais il y en aurait une vingtaine encore immatriculés, qui voleraient pas forcément systématiquement beaucoup, mais qui sont prêts à aller faire des missions dans des endroits où on ne met pas d'autres avions parce que ça, c'est pas un avion fragile. C'est des avions, c'est des brouettes. Et on peut taper dessus, c'est du costaud. Et donc dans le commentaire, Alain Battisti disait que c'était un avion unique au monde. Alors unique en Europe, oui. Et dans le monde, non, heureusement, il y en a encore quelques-uns qui volent opérationnellement. Euh, Si quelqu'un veut en ramener un deuxième et le baser en France, hein, il est bienvenu, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, Major Bollington a pris un abonnement, eh bien merci à toi. Ville Coyote 49 et les Fiat G91, oula, ne rentrons pas dans le débat du Fiat G91. Ou pas en jaune le DCC, je suis même pas. Moi, tu me laisses à lu, tu le mets en, tu le gardes les couleurs Everts telles qu'ils les ont actuellement, ça me va très très bien. Ou alors même aux couleurs UAT, ou oui, c'est ça, c'est UAT qu'on avait. Donc. Non, non, pas de problème. Oh là là, même pas en jaune. D'ailleurs, non. Pour ramener l'ancien de la Sécu qui continue à faire du fioul en Alaska. Voilà. Et puis, on demandera à Jérôme de faire le convoyage, puisqu'il avait convoyé à l'aller. On pourra le convoyer au retour. Les deux de la Sécu venaient du AT, tout à fait, aéromaritime. Voilà, c'est ça que je cherchais. Aéromaritime. Bah, tu le mets aux couleurs d'aéromaritime. Magnifique, splendide, sublime, extra. Voilà. C'est beau comme tout. Franchement, il nous a fait des passages superbes. Oui, alors oui, gros reproche sur la démo du DC6. C'était trop court. Ah, c'était trop court. Ça a duré les 10 minutes que c'était prévu. Voilà. Non, c'était trop court. Ça aurait pu durer 20 ou 30 minutes, je m'en serais pas lassé. Voilà, faut le dire. Mais avec un réservoir ventral, non, même pas. Sandrine, la salutation à toi. Salut à toi aussi, Alexandre. Ben, on est bientôt en fin d'émission, donc tu regarderas le replay mercredi, mise en ligne à 16h. Voilà, on a changé un peu nos horaires de mise en ligne, mais ce sera en ligne à 16h mercredi. De face, c'est très beau. Voilà. Voilà. Non, reste pas. Puis voilà, qui se pose sur la piste loin de nous. Alors, c'est un peu le truc que je trouve dommage
de Melun, c'est que les mises en route se font assez loin des gens qui sont publics. J'aurais dû me déplacer, aller marcher pour faire la mise en route. Je ne sais pas jusqu'à quelle distance j'aurais pu m'approcher. En tout cas, ça donne envie d'aller faire un tour à Salzbourg, parce qu'il y a d'autres belles machines à aller voir. J'ai envie de dire aussi aux organisateurs de Melun, faites-le revenir, soyez sympa. Peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2 ans. Voilà, c'est un avion qu'il faut voir de temps en temps. Et puis bah, l'année prochaine, bah, maintenant qu'il y a des invaders en Allemagne, faites-nous venir un A26, qui est un avion que j'aime beaucoup, que j'ai très rarement vu voler aussi. Et maintenant qu'il y en a un basé en Allemagne qui est en GV, j'espère qu'il sera prêt pour l'année prochaine et qu'on pourra le voir. Ouais, vraiment. Voilà, des avions pas fréquents à voir voler, il y en a plein. Ça en fait partie. Et pourquoi pas 2 Firecat aussi, maintenant qu'il y en a 2 qui volent. Voilà. Manque de décollage atterrissage sur la piste face publique. Alors, on m'a aussi expliqué pourquoi elle a été très peu utilisée, la piste qui est nord-sud. C'est que depuis que l'aérodrome de Melun a dû changer d'opérateur, et en fait la piste principale, donc c'est celle qui est au sud, et en fait la piste nord-sud, elle est quasiment, enfin elle est plus du tout utilisée. Elle est même, à la limite, peut-être même aujourd'hui déclassée. Donc c'est très difficile de l'utiliser. Elle est plus courte, elle est plus étroite. Donc elle est plus difficile à être utilisée pour les avions qui ont vraiment besoin d'une longue distance de décollage, notamment les jets. Et puis là, lui, il a une voie, donc un espacement entre les trains d'atterrissage qui est quand même un petit peu plus large qu'un T6 ou qu'un Warbird classique. Donc c'était logique qu'il utilise la piste au sud. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il utilise l'autre piste. Après, on m'a parlé de balayage de piste aussi. La piste nord-sud avait peut-être pas été balayée. Il y a aussi des histoires de masse, hein, je crois que ça s'appelle le PCR, c'est la résistance la résistance de la piste qui, en fonction de paramètres de l'avion, fait que la piste n'est pas accessible à tel ou tel appareil. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte. C'est pour ça que qu'il y a un directeur des vols. Voilà, l'A400M a pu utiliser. Eh ben non, l'A400M il est venu de Villacoublay. Il n'a pas pu se poser sur cette piste-là. Donc il y a des pistes qui sont limitatives pour les avions. Tout à fait. En tout cas, c'était un vrai plaisir de le voir voler. Je ne l'avais jamais vu voler. Je suis heureux de l'avoir vu voler. Je ne suis pas hyper fan de mes photos. C'est pas grave, on en a vu des belles. Oui, parce qu'en fait, pour la démonstration, c'est le seul moment où on a vraiment eu des passages de nuageux un peu gris et c'est rageant. Le lendemain, moi j'y suis allé le samedi, je ne suis pas retourné le dimanche. Visiblement, dimanche c'était grand beau temps. J'ai vu des photos, c'était superbe. Bah tant pis, c'est comme ça. J'ai joué et j'ai pas tout gagné, mais je suis heureux quand même. Et puis pour clore le show, on a eu donc la patrouille tranchant avec 4 Fougas, très sympa. Et puis la démonstration de la 400M. Je suis pas objectif parce que bah, je connais un petit peu l'équipage, notamment un des pilotes et quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Puis il y a eu Fish avant qu'on connaissait bien sur Aerobuzz, donc il y a une histoire entre Aerobuzz et le Tactical Display A400M, c'est un peu nos chouchous. Franchement, la démo est ultra spectaculaire. Elle est très démonstrative. C'est vraiment très beau. Oui, c'est spectaculaire. Et c'est quelque chose que j'ai noté. J'ai eu la chance de faire plusieurs fois le meeting aérien avec des amis qui ne sont pas du tout dans l'aviation, qui sont venus là par curiosité. Bah, je pense ceux que j'ai évoqués dans l'émission de mardi sur Jumpseat. La fille d'une amie qui s'intéressait à l'aviation, qui a passé le BIA, qui s'oriente aujourd'hui vers une carrière qui n'aura rien d'aéronautique, mais que je croise en meeting aérien parce que c'est chouette, c'est un spectacle superbe. Les avions, c'est intéressant. Puis elle aime bien dessiner, donc elle dessine aussi des avions, parce qu'esthétiquement, elle trouve ça joli. Et ben, après le meeting, quand on parle à ces gens-là, on dit qu'est-ce que vous avez vu? Alors effectivement, ils ont vu le DC-6, ils ont vu de la voltige. Oh, l'avion qui vit les loopings, c'est super. Et puis souvent, j'ai la 400M, vu sa masse, vu sa taille et vu les manœuvres qu'il fait, il est extrêmement spectaculaire. Et vraiment, oui, c'est une superbe démo. Je peux pas dire mieux. Ils nous ont fait un petit clin d'œil, j'ai trouvé ça superbe. Ils ont fait le dernier passage porte ouverte et ils ont sorti le drapeau par la porte para. Bah, tout le monde l'a pas vu, mais je dois dire que
Ouais, c'est un clin d'œil sympa. Alexandre Aéro qui nous dit pour l'atterrissage de la 400M, c'est une histoire d'autorisation. Oui, peut-être aussi une histoire de sécurisation de l'aéronef aussi le soir, enfin tout ça. Ce qui est toujours amusant, par contre, c'est que Orléans, c'est pas très loin de Melun. Malgré tout, l'avion a été basé pour le week-end à Villacoublay. Parce que Villacoublay est une base qui est opérationnelle 7 jours sur 7 et que visiblement à Orléans, ben, tout ce qui est activité piste n'a pas lieu le week-end. La mise en œuvre d'un avion à Orléans le week-end obligerait à faire venir des gens qui sont en week-end. Donc si l'avion est basé à Villacoublay, et il me semble que quand c'est la patrouille de France, c'est aussi la même chose. Ça me fait toujours rire. Voilà. On a fait le tour de Melun, de ce que je voulais vous dire. Ça tombe bien, mais on a fini l'émission. Der Fastma qui nous dit de manière générale, les gros avions comme la 400M ou le C-17 ou encore le Transal, surtout avec une belle démo, retiennent l'attention des néophytes. Parce qu'ils sont gros. Si tu vas au centre du Bourget, les gens qui ont vu la démonstration de l'A380, même s'il ne fait pas de manœuvre ultra spectaculaire, genre tonneau looping, les virages serrés, les taux de montée, avec un avion de ce volume, c'est intrinsèquement spectaculaire. Oui, pour les néophytes, mais même pour nous, les démonstrations de la 400M au Bourget, on les regardait avec intérêt. Moi, j'ai beau bien connaître les avions, elle m'a toujours retenu l'attention parce que c'est le côté spectaculaire. Et en plus, comme l'avion est gros, niveau photo, c'était très facile à faire. J'ai des superbes photos d'A380 en démo. Donc tout ça rentre en ligne de compte. Et oui, la démo de la 401, je m'aime bien. La patrouille de France, que fait la patrouille de France, en fonction des shows, des années, c'est bien. Le Rafale Solo Display m'impressionne moins qu'il m'a impressionné au début. Par contre, les couteaux Delta, j'aime beaucoup aussi. Vraiment. Lundi dernier, passage Rafale, haute vitesse, Axila couplé. Alors ça peut faire partie des... alors des fois, il passe, dire bonjour. Peut y avoir des cérémonies aussi. Bon, bah, du Rafale sur Villa Coublé, bah, tant mieux. Pourrais les entendre de là où je vis, mais je suis quand même assez lent. Quelques annonces pour Aérobuzz. La semaine prochaine, sur Jamseed, donc sur le canal Twitch sur lequel vous êtes, nous retransmettrons en direct le championnat de France biplace, l'Open de France monoplace, donc l'Aérovestival 2024 de Villeneuve-sur-Lot, championnat de voltige aérienne, l'Open de France de voltige aérienne, sera retransmis en direct sur Jumpseat toute la journée, du 23 au 29. Ce sont nos amis de l'armée de l'air, justement, qui assurent la captation, la diffusion et le commentaire. Et ce sera, alors ils le font pour leur propre réseau, il y aura peut-être du direct YouTube, mais en ce qui concerne la diffusion sur Twitch, ce sera sur notre chaîne à nous, sur Jumpseat. Donc nous, en tant que Jumpseat, on s'en occupe pas, mais ce sont les moyens de l'armée, du CIRPA, qui vont retransmettre l'événement. Donc on aura le VA, on aura plein d'avions, sympa. Les commentaires seront assurés par eux-mêmes, notamment par Jean-François Bourguin, qui est au CIRPA, mais qui est aussi un collaborateur d'Aérobuzz. Alors je pense qu'il a pas pour rien, à mon avis, qu'on est dans le coup. Donc, si vous êtes la semaine prochaine sur Twitch, vous pouvez mettre en fond sonore les démonstrations en vol de l'Open de France de Villeneuve-sur-Lot, 25, 26, 27, plus le 29 septembre. Et le 29 septembre, donc pour le meeting aérien qui va venir clore ces compétitions. Pareil, dispositif armée de l'air, commentaire, CIRPA. Alors, j'ai pas tous les horaires, mais globalement, il faut s'attendre à une prise d'antenne en semaine de milieu de matinée à milieu d'après-midi, en direct avec les compétiteurs qui vont faire leur show, commentaires en direct. Et puis le meeting aérien, prise d'antenne vers midi, et puis fin d'antenne à 18h. Tout ça sera en direct. Et il y aura aussi, ce que me précise Full Glider, il y aura la possibilité de poser vos questions par le chat aux pilotes en question, avant ou après leur run, ce qui donnera voilà, une participation un petit peu plus interactive au championnat, et puis discussion des résultats en cours. Enfin, voilà, vous allez pouvoir vivre à distance un championnat de voltige. C'est une expérience contente. Ça prouve aussi que Aérobuzz Jumpseat est la petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. Alors effectivement, de temps en temps, on a des opérations qu'on est obligé d'annuler à la dernière minute parce que les autorisations ne tombent pas.
Mais derrière, à côté, bah, on a plein de choses en réserve et on travaille à développer, à continuer de développer la chaîne, de vous proposer des émissions régulièrement, de, de tons différents, d'optiques différentes. Tout ça, le but du jeu, c'est de vous proposer aussi un contact avec l'aéronautique vraiment en direct via nos canaux, via nos émissions. Et pour tout dire, franchement, ça marche. Et donc, on va pas s'arrêter, hein. Et bon, voilà. Donc, ça, c'est les événements pour la semaine prochaine. Donc, il n'y aura pas d'émission mardi midi, hein. Il y aura le meeting aérien. En ce qui me concerne, donc, vendredi prochain, 18h, je reprendrai l'antenne. On fera sans doute un compte-rendu de ce que j'ai vu et de ce qu'on aura vu à Issy-les-Moulineaux. Peut-être d'autres sujets d'actualité. Je pense que j'ai fait le tour. Écoutez, merci d'avoir été nombreux sur le chat et d'avoir apporté vos infos et vos commentaires. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon meeting pour ceux qui vont dans les différents meetings aériens qu'il va y avoir. À bientôt à tous. Passez un bon week-end. Donc pour ceux qui vont les meetings, faites de belles photos. Ramenez-nous des infos. Et puis, ben, passez un bon week-end. On se voit la semaine prochaine. Et puis pour ceux que j'aurai l'occasion de croiser ici ou ailleurs, bah, n'oubliez pas que le mot de passe c'est debout là-dedans. Et puis, bah, je vous souhaite un très très bon week-end. À la semaine prochaine.